nous accueillons Nada, qui est... alors, je suis content parce que tu es professeur spécialisé sur les questions de civilisation anglaise, si je ne me trompe pas, j'ai pas dit de bêtises. Britannique. Bon, j'ai dit une bêtise. Oui. Qui va nous parler de la période coloniale britannique de la Palestine. Nous, c'est une lutte au Havre des luttes. La question palestinienne, on la suit depuis longtemps. On avait commencé un peu après notre création en invitant Alain Grèche et Jonathan Ruff de chez Tzedek. C'est une lutte éminemment prioritaire quand on est sur un regard décolonial et anti-impérialiste qui est particulièrement d'actualité de par la violence que subissent les Gazaouis actuellement, mais qui en vrai, on en connaît l'historicité, dure depuis des décennies. Donc je suis content que nous puissions recevoir Nada pour en discuter, et ce dont je suis content, c'est que nous recevons une intellectuelle havraise, et au Havre des Luttes on aime bien recevoir des personnalités nationales voire internationales comme c'était le cas de Françoise, mais aussi on aime montrer qu'on a des puissances intellectuelles et militantes locales extrêmement fortes. Donc voilà, merci beaucoup Nada d'être venue, et je vais te laisser faire ta conférence. Merci beaucoup pour cette invitation. Oui, vas-y, j'approche le micro. Ouais. Et donc, je suis maîtresse de conférence et non pas professeure. J'aimerais bien le devenir, mais pour l'instant, je suis juste maîtresse de conférence et docteur en civilisation britannique. Et ma spécialité, c'est les discriminations, en fait. Et les discriminations essentiellement liées à la période coloniale. Et donc, c'est ma spécialité, les minorités et les interactions minorité-majorité, essentiellement dans un contexte postcolonial. Et donc, la question de la Palestine, en fait, ce n'est pas au cœur de mes recherches, mais la Palestine a fait partie de l'Empire britannique. Et donc, c'est par ce biais-là que, scientifiquement, je suis venue à m'intéresser à cette question-là. D'un autre côté, je suis militante et la question palestinienne et la cause palestinienne, surtout la justice dans cette partie-là du monde, est une question qui me touche et qui me tient à cœur également. Et donc là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la curiosité d'une militante avec le savoir d'une scientifique. Voilà, donc je me positionne par rapport à cette question. Et aussi, j'aime bien me présenter en tant que Française plus et en tant que Libanaise plus. Ça donne aussi, j'ai une sensibilité je dirais, des deux mondes et des deux cultures. Et ça me permet d'avoir un regard souvent un peu extérieur à ce qui se passe en France, un regard extérieur à ce qui se passe au Royaume-Uni, et un regard extérieur par rapport à ce qui se passe aussi dans cette partie-là du monde qui est le Moyen-Orient, le Liban, la Palestine et la Syrie. Donc voilà, j'ai posé le décor. Comme le disait tout à l'heure Françoise, en fait, la question de la Palestine, et surtout quand on parle de la Palestine et d'Israël, on a souvent tendance à commencer le récit en 1948. Avec la création de l'État d'Israël. Or, et cette façon-là de placer le curseur en 48 nous pousse directement à traiter cette question en termes de conflits de religion, de conflits entre juifs et musulmans, et donc d'impossibilité de cet islam de cohabiter avec les juifs. Et en fait, si on met le curseur un peu plus loin, à la fin du 19e, début 20e, il est tout à fait possible et même nécessaire, je dirais, d'avoir une lecture de ce qui se passe d'un point de vue colonial. Parce que ce qui se passe en Palestine aujourd'hui est le fruit d'une politique coloniale britannique qui était en place tout au long, je dirais, à partir du XVIe siècle par rapport à l'Empire, mais pour la Palestine au début du XXe siècle, qui avait pour but de préserver les intérêts de l'Empire, qui avait pour but de préserver les intérêts coloniaux
britannique. Et donc, c'est pour ça que moi, là, pour commencer à vous parler de la Palestine, je vais d'abord parler du Royaume-Uni et de l'Empire britannique. Je vais aussi parler des questions de l'immigration au Royaume-Uni. Mais l'immigration, pas l'immigration de maintenant, l'immigration fin 19e, début 20e. Donc, comme vous le savez tous, l'Empire britannique est le plus grand empire au monde. C'est l'empire où le soleil ne se couche jamais, tellement il est immense et il couvre la Terre. À partir du XVe siècle, il connaît une expansion fulgurante et l'apogée de l'Empire britannique se situe entre les deux guerres mondiales. C'est là où l'Empire britannique serait à son max, mais c'est aussi ce point de basculement où les choses pour l'impérialisme britannique vont commencer à se disloquer. Ce qui m'intéresse aussi, et Françoise l'avait pointé, cette comparaison entre la France et le Royaume-Uni, c'est qu'au XIXe siècle, les deux puissances coloniales qui règnent sur ce monde sont la France et le Royaume-Uni. Et qui dit puissance, dit concurrence. Et la concurrence va se faire entre la France et le Royaume-Uni sur qui va acquérir le plus de territoire en Afrique. Ce qu'on appelle the scramble for Africa, c'est la course pour l'Afrique. Et là où on a les deux empires qui essayent de grignoter le plus de territoire possible. Donc cette concurrence-là, il faut la garder en tête parce qu'elle va être instrumentale par rapport à la question du mandat en Palestine. Cette concurrence entre les deux empires. Comme toute grande puissance coloniale, le Royaume-Uni a assis sa puissance sur l'émigration. Ça veut dire l'installation de Britanniques dans les territoires conquis. C'était la norme. Alors bon, il y avait des colonies de peuplement, il y avait des colonies où il y avait juste des comptoirs, il y avait des colonies stratégiques. Mais en tout cas, la question essentielle, c'était l'émigration, donc l'installation des Britanniques dans ces territoires conquis. L'immigration au Royaume-Uni, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, l'immigration, les gens qui viennent s'installer au Royaume-Uni, mais c'est essentiellement une immigration liée aux persécutions religieuses. En fait. C'est comme ça que, à partir du XVIe siècle, le Royaume-Uni est devenu un pays de destination privilégiée pour les protestants persécutés, notamment en France. À la fin du XVIIIe siècle, il y a environ 50 000 huguenots français qui vont s'installer en Angleterre. Au XVIIe siècle, on commence à voir arriver des Juifs d'Europe et d'Allemagne et des Pays-Bas qui vont venir également s'installer en Angleterre parce qu'ils vont profiter des lois sur la tolérance religieuse qui vont être votées au Royaume-Uni pour apaiser des tensions au Royaume-Uni, oui, pour apaiser les tensions qu'il y avait au sein du Royaume-Uni entre anglicans, catholiques et protestants. Donc ces lois qui vont favoriser une mixité religieuse vont être attractifs pour les Juifs qui habitent en Allemagne où des lois tolérantes de ce style-là n'existaient pas. Donc ça, c'est le XVIIe. Il y a aussi, lié à la colonisation et à l'esclavage, une exportation, je mets des guillemets, d'environ 15 000 Africains qui sont importés comme esclaves domestiques et qui arrivent en Angleterre. Donc les historiens retracent en fait la présence de populations venues importées, je ne sais pas comment utiliser, volées en Afrique, installées comme domestiques au Royaume-Uni dès le XVIIIe siècle. Il y a aussi une énorme immigration irlandaise en Angleterre au XVIIIe siècle et les Irlandais immigrent massivement vers l'Angleterre à cause de cette union forcée qui est une sorte de colonisation entre l'Irlande et l'Angleterre en 1800. Donc là, il y a énormément d'Irlandais qui arrivent. L'arrivée massive de ces Irlandais en Angleterre va être vue catholique, va être vue comme une des premières vagues d'immigration non désirée, non souhaitée.
On parlait même de ces immigrés irlandais comme appartenant à une autre race. Le mot race était utilisé pour les mettre à distance, pour les désigner comme autres. Sur cette immigration va se rajouter, à la fin du 19e, cette fois, l'immigration juive. En 1881, suite au pogrom sans précédent en fait qu'il y a en Russie, il y a une vague d'immigration juive vers les États-Unis et vers l'Angleterre. Donc là, j'ai dessiné, j'ai mis le contexte d'immigration, qui arrivait, qui les Britanniques étaient habitués ou prêts à recevoir. Sachant qu'à l'époque, on va dire jusqu'en 1900, jusqu'au début du XXe, incroyable mais vrai, il n'y avait pas de loi concernant l'immigration, puisque ce n'était pas un phénomène qu'on pensait qu'il fallait réguler. Donc les portes étaient ouvertes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les premières lois sur l'immigration qui vont être votées au Royaume-Uni sont des lois qui vont venir réduire le droit de ces Juifs qui fuyaient la Russie et la Pologne à cause des pogroms pour venir s'installer au Royaume-Uni. Je ne peux pas te regarder parce que du coup, je perds le micro. Donc, je suis obligée, je vais me faire gronder par là-bas. Donc, je suis désolée, je ne m'adresserai pas à toi. Je vais m'adresser à la salle. Voilà. Donc, je disais que c'est à la fin du 19e et du 20e siècle, à la fin du 19e, début 20e, que le Royaume-Uni va emprunter le pas aux États-Unis concernant le non-accueil de ce qui est considéré à l'époque comme des étrangers non désirables. Je suis en train de citer la loi. Surtout que ces persécutés juifs qui partaient aux États-Unis et qui étaient rejetés se revenaient et se tournaient vers le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni se trouvait confronté à une double, je dirais, vague migratoire. La première directement d'Europe et de Russie, et l'autre, les déboutés des États-Unis. Alors, les chiffres, entre 1881 et 1914, 120 000 à 150 000 juifs européens ont migré et se sont installés au Royaume-Uni. Ils étaient perçus par la population, et là, quand je dis ils étaient perçus par la population, on voit la littérature de l'époque, on voit les représentations dans les magazines de l'époque. Ils étaient perçus comme une communauté étrangère et à part. Et ils devenaient, et c'est très intéressant parce qu'on retrouve des parallèles, une source d'anxiété sociale. C'est qu'il y en a trop, ils vont prendre notre travail, ils ne vivent pas comme nous, ils ne mangent pas comme nous. Donc, on voit cette source d'anxiété sociale monter. Et donc, le gouvernement britannique va agir comme tout gouvernement face à une anxiété. Il va voter une loi. Et c'est la première loi, en 1905, qui va être la Alien Act, la loi sur les étrangers de 1905, qui, ce qui est très intéressant, elle n'englobe pas les gens des colonies. Cette loi, bien sûr, qui, eux, ne sont pas source d'anxiété puisqu'ils ne viennent pas. C'est les Britanniques qui vont là-bas. Et ceux qui viennent au Royaume-Uni sont soit les dignitaires de ces colonies, et donc il n'y avait pas une immigration pauvre, on va dire, des colonies. Donc le but clair de cette loi de 1905 était d'écarter les immigrants de l'Europe de l'Est, et particulièrement les Juifs. Donc 1905. Je pose ça ici, et maintenant, je me tourne vers l'Empire et les populations arabes. Toujours au début du XXe siècle, on voit arriver la Première Guerre mondiale et le positionnement des Britanniques, des Français, des Allemands et le grand empire de l'autre côté, c'est l'Empire ottoman.
Et donc, ces puissances coloniales, toutes ces puissances coloniales ont les yeux rivés, en fait, vers l'Empire ottoman pour pouvoir se partager éventuellement le gâteau et donc tous les territoires qui vont pouvoir grignoter ou prendre à l'Empire ottoman. Et là, la concurrence France-Royaume-Uni, elle est bien là, elle est bien présente. Ils lorgnent tous les deux le même gâteau. Mais l'Empire ottoman, c'est essentiellement dans les pays arabes. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle était la vision des Arabes chez les Britanniques. Quels sont ces territoires qu'ils convoitent, qu'ils regardent avec beaucoup d'appétit, et pourquoi? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Britanniques ont une conception très différente des Français de ce qu'ils appellent l'Arabie. Et ils ont des représentants officiels britanniques qui sont très prolixes, qui écrivent des lettres, qui envoient, et c'est très... J'ai consulté ces archives-là, et c'est impressionnant de voir le regard de cet officiel britannique, tous venant de l'aristocratie, clairement, des lords, des ducs, qui sont donc postés là-bas, et qui racontent ce peuple qu'il trouve très, très beau, très pur, très fier. Et on a, là, on ne va pas parler de l'orientalisme, mais imprégné une construction d'une altérité arabe. Donc je mets toujours arabe entre guillemets parce que il y a autant d'arabes que de monde arabe, que de pays arabes, etc. Donc une vision englobante générale de cet arabe qui serait fier, qui serait loyal, qui aurait des principes, un peu comme une vision d'une Angleterre perdue, en fait. Une espèce d'investissement, de construction de cette arabité comme ce que l'Angleterre aurait perdu. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces dignitaires postés dans les pays arabes, ils ont tous la même éducation, ils sont tous issus de grandes familles, comme je l'ai dit, aristocrates, et ils ont tous une éducation basée sur les lettres classiques, sur l'histoire antique, sur les études de la Bible. L'Arabie, à leurs yeux, est une région au contour géographique qu'ils ont du mal à définir eux-mêmes, en fait. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important pour la question palestinienne, c'est qu'ils décrivent ou ils construisent l'Arabie comme une zone pure et authentiquement arabe en opposition à la région levantine. Ils construisent donc ce monde arabe, l'Arabie et le Levant. Et ces deux entités, dans la construction britannique, sont complètement opposées. Donc c'est une zone pure, l'Arabie est une zone pure, authentique, arabe, incarnée par des bédouins nomades. Et la zone du Levantin, c'est une zone européanisée et donc corrompue, donc moins vierge dans cette vision très romantique par la civilisation occidentale. Si j'insiste beaucoup sur comment ils voyaient cette région-là, c'est parce que c'est eux qui vont négocier. C'est eux qui vont découper la région. Et donc, comme je disais, dès la fin du 19e, les émissaires voyageurs du gouvernement britannique vont être missionnés pour visiter ces contrées lointaines, très exotiques, afin d'y récolter des données importantes pour la puissance coloniale. Et là, j'aimerais citer une thèse magnifique d'une collègue à moi qui s'appelle Myriam Yacoubi, qu'on peut consulter et qui a épluché des milliers et des milliers de lettres de ces officiers pour essayer de redessiner la vision des officiels britanniques de l'époque de cette région-là. Et parmi donc ces trois figures principales de ces émissaires, on a Mark Sykes, le deuxième T. Lawrence et Gertrude Bell. Mark Sykes va être fasciné par cette région, par l'Arabie,
C'est un jeune aristocrate de 36 ans. Il est député du Yorkshire et il a écrit plusieurs ouvrages sur cette région. Le dernier héritage du calife, une petite histoire de l'Empire turc. C'est un exemple parfait de ce que Édouard Saïd va appeler l'orientalisme, une espèce de construction fantasmée, mais de l'altérité. Mais vraiment, c'est fascinant son livre. Donc, il est construit, l'autre, comme disait tout à l'heure Françoise, comme un peu arriéré, donc légitimant la puissance britannique, légitimant le contrôle britannique, tout en gardant à l'esprit, et là aussi c'est intéressant, je l'avais lu dans une note d'un des émissaires, que nous, Britanniques, nous n'avons pas ces velléités romantiques des Français de transformer ces sauvages en parfaits gentlemen. Donc, eux, leur but, c'est pas vraiment de les civiliser. Leur but, c'est d'utiliser ce qui est possiblement utilisable, et puis d'essayer de pacifier afin que les Britanniques ne soient pas dérangés dans leur opération coloniale. Voilà, la vision romantique, je cite, la vision romantique de transformer ces sauvages en gentlemen n'est pas britannique, selon ses émissaires. Vu que Mark Sykes a écrit 2 ouvrages sur l'Arabie, ça suffit pour faire de lui un spécialiste de cette zone-là du monde, même s'il est clair à la lecture de ses livres qu'il ne en saisissait absolument pas les complexités et ne comprenait, je dirais, que le quart de ce qui s'y passait. Mais quand il faut consulter au début du XXe, juste avant la Première Guerre mondiale, des spécialistes, parce que la guerre est aux portes et parce qu'il faut agir, et ben c'est Sykes qui va être invité en fait au 10 Downing Street par le Premier ministre libéral de l'époque, qui est Asquith, avec les plus hauts responsables politiques du Royaume-Uni, qui seront réunis autour de ce jeune Mark Sykes. Il y a Lord Kitchener, il y a Lionel George et il y a James Balfour. Donc, vous voyez, là, les personnages, on a tous entendu de l'accord de Balfour, on a entendu Sykes-Picot, on connaît Lord Kitchener. Et donc là, on a les personnages qui se retrouvent avec chacun ses constructions de qu'est-ce que c'est ce coin du monde. Parce que on a des velléités impériales et coloniales parce qu'on veut prendre ces territoires-là. Quand l'Empire ottoman rentre en guerre en 1916 auprès des Allemands, pour les forces de l'entente, c'est l'occasion rêvée pour démanteler l'Empire. Voilà, c'est clair, on va battre les ennemis. Et maintenant, l'Empire ottoman fait partie des ennemis. Parce qu'avant, on essayait de ménager l'Empire ottoman. L'Empire ottoman était un allié. L'Empire ottoman, quand on voit par exemple qu'il y a eu, là si je me lance là-dedans, ça va être une trop grande digression, mais c'est très intéressant de voir comment l'islam était traité à la fin du 19e, début 20e, quand on essayait encore d'avoir l'Empire ottoman dans le giron européen, quelle place était donnée à l'islam, aux lieux de culte musulmans, au lieu d'inhumation des musulmans dans les capitales européennes. C'est très intéressant. Mais tout ça va basculer en 1916 quand l'Empire ottoman va se mettre du côté des Allemands. Donc je disais, pour les forces de l'entente, c'était l'occasion rêvée de démanteler l'Empire qu'ils convoitaient depuis belle lurette. Et là-dessus, la France et le Royaume-Uni sont en concurrence, or ils n'ont pas les mêmes intérêts. Pour la France, qui est protectrice des catholiques de l'Empire ottoman. Elle se positionne comme protectrice des catholiques de l'Empire ottoman et elle revendique la Syrie historique, y compris le Liban et la Palestine. Donc Syrie, Liban, Palestine. C'est ce que la France souhaiterait. De son côté, le Royaume-Uni, il a en tête ses intérêts principaux qui sont l'Inde et le canal de Suez. Et donc, la Grande-Bretagne entend contrôler les territoires qui occupent une position clé sur la route des Indes. Ça, c'est l'intérêt britannique. Tout le temps, qui a guidé toute sa politique coloniale dans ce coin-là, protéger la route des Indes. Et
le Royaume-Uni est déjà très présent dans le Golfe Persique. Et donc là, elle entend, en 1916, revendiquer la Mésopotamie, donc l'Irak, afin de contrôler la sécurité du canal de Suez. Elle s'intéresse de près à la Palestine. Et là, on a une situation 1916-17, 1916, je dirais on est encore en 1916, où la France et le Royaume-Uni veulent la Palestine. Tous les deux pour deux raisons complètement différentes. Et c'est là où moi je parle des trois promesses. Les trois promesses qui sont à la source de ce problème en Palestine. Une des raisons, outre la raison coloniale. Les trois promesses qui vont se faire presque en même temps sur 2 années, en fait. Parfois en même temps. La première, c'est en 1915-1916. McMahon, qui était un dignitaire britannique, va rentrer en discussion secrète, très secrète, avec la famille hachémite, qui est les gouverneurs de la Mecque, pour encourager, c'est en 1915, pour encourager à faire tomber l'Empire ottoman. Et il leur dit, si vous vous soulevez contre l'Empire ottoman pour l'affaiblir, je vous promets de vous aider à construire un territoire, un pays arabe. Et d'où l'idée du panarabisme, en fait, qui a été encouragée par McMahon et par les promesses britanniques, y compris la Palestine. Donc, si vous essayez de fragiliser l'Empire ottoman, nous vous aiderons à établir un pays arabe indépendant qui couvrirait toute la région du Levant et d'Arabie. C'était des tractations très secrètes, très discrètes, parce que le Royaume-Uni ne voulait pas que la France, sa rivale, sache qu'il était déjà en contact pour court-circuiter la France sur ce territoire-là. Et vous savez tous, vous connaissez tous sûrement un des protagonistes de cette révolte arabe, très romancisée, qui est Laurence d'Arabie. Et ça a marché parce qu'il y a eu un soulèvement arabe contre l'Empire ottoman et ce fut un succès, on va dire, de courte durée. Et ça a permis aux Britanniques, en fait, de contrôler la région durant la Première Guerre mondiale. Les Britanniques, c'était eux les maîtres du territoire. Ils ont donné le pion aux Français. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas fâcher la France. Donc, je dirais 6 mois plus tard, il y a eu une deuxième promesse donc première promesse aux Arabes, on va vous aider à construire un pays arabe. La deuxième promesse, c'est le Royaume-Uni va la faire avec la France, en disant nous allons essayer de trouver un point d'accord tous les deux en tant que grande puissance coloniale et nous allons essayer de concilier nos intérêts. Donc nous allons rentrer en négociation français et britannique. Et c'est là où il y a eu le partage de la région entre ces deux pays. Et qui va négocier ici? Notre toujours Mark Sykes, qui va négocier avec son alter ego, comment il s'appelle? François-Georges Picot. Ce qui va donner naissance aux accords Sykes-Picot. Et là, c'est le 5 mai 1916, Sykes et Picot vont se réunir, bien sûr avec le Premier ministre britannique de l'époque. Ils vont tracer une ligne de division qui va de Acre à Kirkouk, afin de trouver, en donnant aux Français le nord, et les Anglais le sud, avec une zone de contrôle direct qui est Liban, la Syrie et une partie de la Turquie pour la France, et Bagdad et Basra, je ne sais pas comment ça se dit en français, Bassora, je crois que c'est Bassora, Bagdad et Bassora pour la Grande-Bretagne.
pour une zone d'influence. Ça veut dire un pays sous tutelle britannique, mais qui aurait son indépendance. Et les Britanniques étaient très coutumiers du fait de ces zones de colonisation, je dirais, indirecte. Ça avait très bien fonctionné au Canada, en Australie. Donc, c'est un modèle qui marche de colonisation indirecte qu'ils étaient prêts à mettre en place dans cette région-là. Mais dans la négociation, Sykes va céder à Picot Mossoul et le Liban en échange d'un accès à la mer à Haïfa, en Palestine. Et à part ça, cet accord, ils échouent à s'accorder, à trouver un terrain d'entente plus large sur la Palestine. Et donc la Palestine va devenir zone internationale, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord tous les deux de qui va prendre quoi au niveau de la Palestine. Et donc les accords Sykes-Picot, c'était des accords, un compromis provisoire, en attendant de trouver mieux, en fait, dans cette discussion, afin de ménager les intérêts des deux grandes puissances. Ce n'est que ça, Sykes-Picot. C'est une façon de calmer le jeu, je dirais, de la rivalité entre les deux grandes puissances coloniales, en attendant de trouver un accord. Alors, à peine cet accord trouvé, le Royaume-Uni va tout de suite essayer d'obtenir une révision de cet accord, pour s'assurer un contrôle exclusif sur la Palestine. Et là, cet accord est attaqué de partout. Parce que ceux avec qui on négocié avec McMahon, c'est pas ce qu'il leur a promis. McMahon leur a promis la mise en place d'un État arabe. À Londres, les gens ne sont pas contents non plus. Là, il n'y a aucun statut clair pour la Palestine, alors qu'il y a des velléités claires britanniques sur la Palestine. On voudrait avoir cette région dans le giron de Sa Majesté. Et c'était clair, c'était ça la feuille de route. Et là est activée une idée, parce que là, on est en 1914, et le sionisme, qui est né en 1881 et qui a déjà fait son chemin, avait déjà... est-ce que c'est la peine de préciser un peu le projet sioniste? Non, ça va m'écarter de mon propos. Mais c'était un projet laïque, en fait, qui n'a rien à voir aussi avec la religion, et qui voulait une installation en Palestine. Et il y avait déjà des premiers voyages d'installation en Palestine, ce qu'on appelle l'Aliyah, avait déjà commencé à la fin du 19e, début 20e. Et donc là, les Britanniques sont coincés. Je reviens aux accords. Les Britanniques sont coincés. Ils ne savent pas comment gérer avec les Français qui ne sont pas contents, avec les Arabes qui ne sont pas contents, avec les autorités coloniales qui ne sont pas contentes. Et c'est alors qu'ils activent une idée qui a fait son chemin depuis un moment, surtout chez les responsables libéraux au sein du gouvernement britannique. Et c'était de réactiver un soutien au sionisme qui permettrait à terme la création d'un État juif qui serait loyal à la Grande-Bretagne dans cette zone cruciale où elle veut donner le pion aux Français. Et c'est ce qui explique ce qui va suivre juste un an plus tard, en 1917, les accords de Balfour. En se disant, si je fais ça, je règle ce problème. Je calme le côté français, donc là, je les mets à distance. Avec les Arabes, je vais trouver une solution en disant, il y aura une toute petite partie qui sera promis aux Juifs, mais vraiment une toute petite partie. Et donc voilà, ça permettrait de continuer les négociations. Il est aussi important que, avec cet accord de Balfour, les Arabes n'étaient pas informés. Ils l'ont découvert en 1917, après sa déclaration. Et en fait, c'est les bolcheviks qui ont publié le texte après la chute du tsar. Donc, ils ont su cet accord de façon indirecte. En tout cas, ce n'est pas les Britanniques qui l'ont dit. Et donc, je reviens à la troisième promesse que cette fois, Balfour a fait
au leader du mouvement nationaliste juif au Royaume-Uni, qui était le Lord Walter Rothschild. Et donc ça, c'est la troisième promesse. La troisième promesse, c'est en 1917, Balfour écrit en disant « Le gouvernement, je cite là, le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. » En faisant ça, les Britanniques sont en train de placer leurs pions dans l'optique de l'après-guerre. Ainsi, ils lorgnent sur les terres de l'Empire ottoman, et notamment sur la Palestine. Ils donnent le pion aux Français, et ça va leur permettre une situation privilégiée dans la région, près du canal de Suez. Et c'est ainsi que Lord Balfour déclare en 1917 qu'il est favorable à l'établissement d'un Jewish National Home in Palestine. Alors la traduction serait d'un foyer national juif en Palestine. Tout en précisant que rien ne devrait porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes. Avec cette déclaration Balfour, la première puissance européenne coloniale légitime ainsi le sionisme en Palestine. Et tout ça pour défendre ses intérêts coloniaux, territoriaux, qui allaient au-delà de la Palestine et qui concernaient directement le canal de Suez. Ainsi, l'accord Sykes-Picot n'est pas appliqué tel qu'il a été défini. Il y a des adaptations géographiques et administratives. Et sa mise en place va être accompagnée par la promesse Balfour d'un foyer national pour le peuple juif. Et des mandats sont confiés par la toute jeune Société des Nations, qui sont censés déboucher à terme sur une indépendance, et ça va être confié à la France et au Royaume-Uni. Au revoir l'État d'un pays arabe sous tutelle. Ça y est, la page est tournée. Et à la conférence de Saint-Rémy en 1920, la Grande-Bretagne reçoit 2 mandats en Palestine et en Mésopotamie, en Irak. Et la France, 1 en Syrie, comprenant à l'époque le Liban. Et voilà comment, en 1920, après la Première Guerre mondiale, le partage se fait entre ces 2 puissances coloniales concurrentes de ce territoire-là. Et ça reste une des sources essentielles du conflit qui n'en finit pas de se dérouler au prix de drames et de sang et de massacres continus. Vient se rajouter la Seconde Guerre. Pour l'instant, on est en 1920. Il y a juste la promesse de la création d'un foyer national. Et ce qui va changer radicalement cet accord en fait colonial, cette espèce de statu quo, va être la Deuxième Guerre mondiale avec son Holocauste, avec ses massacres, le génocide des Juifs en Europe, avec entre 5 et 6 millions de Juifs qui vont être exterminés dans les camps de la mort perpétrés par les nazis. Et là, l'Europe, effectivement, se réveille sonnée, coupable par son silence, coupable parce que ce qu'avait dit tout à l'heure Françoise Vergès sur cette espèce de retour de poison qui se fait sur le territoire européen. À la fin du conflit, les rescapés du conflit de la Seconde Guerre mondiale, les rescapés se tournent notamment vers la Palestine, qui est toujours sous mandat britannique à l'époque. Mais entre-temps, parce qu'il y a, en fait, on a souvent tendance, et moi qui suis libanaise, qui a appris l'histoire, j'ai fait mon bac, mes études jusqu'au bac au Liban. Quand on apprend l'histoire, on apprend la Seconde Guerre mondiale. On apprend ce qui s'est passé en France, mais on sait aussi, puisque c'est une guerre mondiale, ce qui s'est passé ailleurs. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, moi, ce que j'ai appris quand j'étais en seconde, c'est qu'il y a eu des révoltes arabes en 1930. Et que
les populations arabes à l'époque se sont révoltées contre les Britanniques et les Français qui occupaient en disant « on veut le pays que vous nous aviez promis ». On ne veut plus être sous mandat, on ne veut plus être sous tutelle. Donc, en 1939, dans cette zone-là, il y avait une série de révoltes arabes qui se sont tournées contre le pouvoir colonial et qui a en fait drastiquement limité la possibilité d'immigration dans ces pays-là, puisqu'ils étaient déjà en conflit avec la puissance coloniale qui était les Britanniques à l'époque. La tension monte sur le terrain en Palestine. Et là, il y a plusieurs navires chargés de populations juives qui fuyaient l'Europe et qui cherchaient en fait un point de chute et qui arrivaient dans plusieurs ports, on va dire, et notamment en Palestine. Et ce qui s'est passé, en fait, le 22 juillet 1946, c'est... Alors, les milices sionistes attaquent les Britanniques parce que pour permettre, en fait, l'accostage des bateaux que les Britanniques interdisaient, parce que les Britanniques essayaient de pacifier une situation avec les populations arabes. Et donc, elles refoulent les bateaux. Et là, il y a une confrontation entre une organisation nationaliste juive qui s'appelait l'Irgun, qui rentre en confrontation, qui attaque l'armée britannique. Et il y a un attentat en 1946 qui fait 91 morts parmi les rangs des soldats britanniques et des dignitaires britanniques là-bas. Un attentat donc perpétré par cette organisation nationaliste juive. Un an plus tard, le navire Exodus, duquel vous avez tous entendu parler, arrive près des côtes palestiniennes avec à son bord 4500 rescapés de la Shoah. L'armée britannique lui interdit d'accoster. Et le bateau va être refoulé. Je crois d'abord à Hambourg. Je sais plus, je me souviens plus des ports, mais en tout cas, il va être refoulé de la Palestine par les autorités britanniques et il va essayer d'accoster dans différents ports européens. Alors là, en fait, c'est les gardes-côtes palestiniens de la marine britannique qui vont même tuer 2 passagers et un membre de l'équipage afin d'empêcher le bateau d'accoster. Et si je rentre dans ces détails-là, c'est pour vous expliquer le scandale que ça va être, en fait, en 46-47, qui va justifier la résolution de l'ONU et la déclaration de « il faut créer un État israélien en Palestine ». Et ce bateau, qui va être rejeté d'abord dans un port français, il va être refusé aussi par les autorités françaises. Et là, ah oui, c'est le port français de Port-de-Bouc. Et les autorités françaises refusent de faire débarquer les passagers. Et les passagers entament une crise de la faim. Et c'est là, les Britanniques redirigent le bateau vers Hambourg. Et les passagers sont débarqués le 8 et 9 septembre 1947 au prix de grandes violences et ils sont dirigés vers des camps de personnes déplacées. Et c'est là où il commence une grève de la faim. Et cette affaire-là va susciter une immense émotion dans tout l'Occident. Et ça va convaincre Londres de se sortir au plus vite du bourbier palestinien. Ils se disent c'est plus gérable. On est en conflit avec les populations arabes là-bas. On est en train de je ne sais pas comment, de se mettre la honte, c'est comme ça que c'était écrit, par rapport en fait à une population qui a été exterminée en Europe. Donc il faut absolument s'en sortir. Et 6 mois plus tard sera fondé l'État d'Israël, en fait. Et si on regarde comment ça s'est construit petit à petit, le 22 novembre 1947, la résolution de l'ONU 181
propose un plan de partage de la région et il propose la création de 2 États, l'un juif sur 55% du territoire, l'autre arabe sur 45% du territoire, ainsi que la mise sous contrôle international de Jérusalem. Bien sûr, tous les pays arabes s'y opposent. Mais, et c'est là aussi où on voit que c'est des positionnements géopolitiques des puissances de l'époque, l'URSS et ses satellites, qui sont pourtant hostiles au projet sioniste, votent pour le projet. En fait, Staline y voit l'opportunité de profiter de la faiblesse britannique pour accroître son influence dans la région, en se disant « je vais essayer par le biais du sionisme de fragiliser l'Empire britannique ». Parce que n'oublions pas que l'Empire britannique, j'ai dit qu'il était à son apogée entre les deux guerres, mais jusqu'en 1947, l'Empire britannique était intact. Il n'y avait pas un seul pays qui avait réussi à prendre son indépendance. Et la première colonie qui va obtenir son indépendance, c'est l'Inde, et c'est en 1947. Donc tout ça se joue à un moment où l'Empire britannique est fragilisé, où il essaye de s'accrocher à une illusion de grandeur qu'il n'a plus, clairement, et à une illusion de contrôle également sur ses territoires qu'il n'a pas. Et typiquement, le cas de la Palestine et de ses promesses, de cette façon de se repositionner en tant que grande puissance, en tant que grand acteur, en fait, sur le territoire, et sa maladresse, et ses promesses, et ces 3 promesses qu'il n'a pas pu tenir, montrent à quel point, en fait, cette puissance coloniale était désespérée afin de maintenir encore ce semblant de gloire qu'elle avait clairement perdu, en fait, entre les 2 guerres. Et à partir de 1947, l'Empire britannique, en perdant l'Inde, avec l'indépendance de l'Inde et la partition de l'Inde en Pakistan et Inde, à partir de ce moment-là, va commencer l'effritement en fait de l'empire colonial. Et dans les années 50, les Britanniques vont comprendre que ce n'est plus possible. Ils vont comprendre avant les Français qu'on ne peut plus. Ils n'ont plus les moyens, en fait, de maintenir l'Empire et de maintenir le contrôle sur l'Empire. Parce que contrôler, ça coûte des moyens financiers et humains que les Britanniques ne pouvaient plus se permettre de s'offrir, en fait, pour le contrôle. Et c'est ainsi qu'ils ne vont pas essayer de se battre contre les mouvements nationalistes dans les colonies, mais ils vont... Et je trouve ça, c'est la force des Britanniques, en tout cas dans les discours publics, c'est pas la même chose dans les archives non plus, de les accompagner. Et le fameux discours du Premier ministre dans les années 1957, le vent tourne et que le monde a changé, c'est d'acter la fin de l'Empire, en tout cas de façon verbale dans le discours. Bien sûr que d'autres formes d'impérialisme subsistent, mais en tout cas, l'impérialisme et la colonisation de peuplements maintenus par une puissance militaire, c'était quelque chose que le Royaume-Uni avait décidé de mettre de côté, en tout cas de passer à autre chose. Et donc, juste un petit mot peut-être pour conclure, de voir que si on regarde ce qui se passe depuis les 30 dernières années, là je suis au 21e, si je regarde ce qui se passe les 30 dernières années, on peut voir en fait que cette volonté de se saisir de la Palestine historique qu'avaient les Britanniques, que les Français voulaient aussi, mais qu'ils n'ont pas réussi à avoir, que les Britanniques voulaient et qu'ils n'ont pas réussi à avoir, eh ben, on est en train de voir un peu un projet sioniste de peuplement qui essaye à nouveau d'avoir ce contrôle historique sur la Palestine. Ce plan d'appropriation de la Palestine, c'était le slogan à l'époque, au début du XXe, et c'est le slogan
au début du XXe, c'est la terre et la force, c'est-à-dire s'emparer de la terre qui appartiennent aux gens qui habitent, tout en commettant des crimes afin de forcer des déplacements et afin de terroriser une population pour pouvoir acquérir les terres. Et là, à nouveau, ça fait écho à ce qui a été dit par Françoise. Pourquoi cette volonté, en fait, d'expulser, d'éloigner et de déplacer? Parce que le facteur démographique, en fait, qui a été longtemps prôné par certains sionistes extrémistes, n'a pas jusqu'ici, jusqu'à ce jour, réussi. Et il n'a pas réussi à faire pencher la balance en faveur de l'occupant. Et ça a toujours été une obsession de l'occupant, où qu'il soit. Et ce qu'a dit Françoise était vraiment une illustration de ça. C'est faire pencher la balance démographique en faveur de l'occupant. Ça peut passer par des stérilisations forcées, par la distribution de la pilule, et ça peut être aussi passé par un génocide. C'est une façon de contrôler. Et donc, c'est là où je vois encore un parallèle, en fait, entre le mouvement colonial tel qu'il était à la fin du 19e et ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Parce que, comme Ben Gurion avait prévu ça, avait prévu que le poids démographique allait faire pencher la balance en faveur de l'occupant. Et en fait, au contraire, c'est toujours pas le cas. Et il est devenu nécessaire, en fait, aujourd'hui, pour les sionistes israéliens, de pratiquer de nouveaux transferts, de changer cette donne démographique afin de s'assurer un contrôle sur le territoire. Et je crois malheureusement que c'est ce qu'on voit se déployer sous nos yeux durant, je ne commencerai pas depuis le 7 octobre, mais durant les 20 dernières années en Palestine. Voilà, merci. J'espère ne pas avoir été ni trop longue ni trop courte. Merci beaucoup, Nada. Ouais. Alors, moi, ça me paraît essentiel la compréhension de cette période-là de la colonisation en Palestine pour des raisons de compréhension historique et parce qu'il y a des logiques qui perdurent, ce que tu disais, notamment. Alors, parce que sinon, je vais encore poser plein de questions. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, je prends l'occasion. Parce que tu parlais des conflits qu'il y avait entre les deux empires, d'avoir besoin d'une continuité territoriale de leur empire là-bas, et comment il s'appelle ce compromis dont tu as parlé? Je connais très mal cette période-là. Oui, Sykes-Picot. Les accords Sykes-Picot. Les accords Sykes-Picot, merci beaucoup. Voilà. Mark Sykes. Et donc, comment ce compromis, c'est le compromis entre deux continuités coloniales pour assurer effectivement la protection de l'empire. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a des théories que je trouve très intéressantes sur comment Israël comment Israël est devenu une continuité des puissances occidentales avec ce qu'on voit, c'est-à-dire à partir du moment où vous vous dites juif, vous pouvez avoir un passeport en venant d'où vous voulez. C'est souvent quand même les États-Unis et pays d'Europe et occidentaux. Et est-ce qu'il n'y a pas justement une continuité, un accord on sera la continuité de l'Empire occidental tel qu'il se déploie de façon moderne, où il y a peut-être plus ce conflit britanno-français actuel, et chez les Arabes, on va vous assurer une continuité occidentale. En fait, quand on revient sur l'accord de Balfour, cette fois après Sykes-Picot, c'était effectivement l'idée britannique. C'est d'essayer, puisque avec les Arabes et avec Laurence, cette première tentative d'avoir un État arabe, mais sous contrôle britannique, qui avait échoué. Ouais. Et donc, la deuxième tentative, c'était effectivement de la mise en place d'un territoire ou d'un État sioniste qui serait effectivement une continuité à l'époque pour l'Empire britannique, mais qui, progressivement, est devenu un poste, je dirais, d'avant-garde pour toute l'Europe
en fait. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand les représentants israéliens s'expriment et que la population européenne les voit et les entend, ils leur ressemblent, ils sont comme eux, ils parlent français très bien ou anglais très bien comme eux. Et donc, il y a une continuité, effectivement, entre les dirigeants, à quoi ils ressemblent, et le langage utilisé. Alors que si vous prenez quelqu'un comme Yasser Arafat, par exemple, qui prenait la parole au nom d'un peuple palestinien, du peuple palestinien, il est exotique, il est altérisé, il est différent, il est donc moins respectable, il est donc moins entendable, il est donc moins légitime. Et donc, effectivement, ça a toujours été, je dirais, une deuxième injustice que subissent les Palestiniens, c'est que, quoi qu'ils fassent, leur parole ne sera pas la parole légitime, parce que la parole du gouvernement israélien est une parole de gens européens et qui s'expriment dans la langue du pays, en fait, qui parle anglais très bien, qui parle français très bien, et donc qui passent parfaitement comme dans le nous collectif, et ne sont pas cet autre qui est illégitime. Ils sont devenus les porte-parole de l'Occident dans... Ouais. Oui, complètement. Ben, ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, mais un commentaire, ça peut être une conversation. Mais oui. Alors, on se trouve avec quelqu'un qui vient des universités, mais nous sommes... voilà, c'est tranquille. Je disais, oui, c'est comme... j'ai oublié. Pardon. Tu disais, c'est comme... Oh là là. Ils sont devenus la porte-parole de l'Occident, de l'Europe, dans le Moyen-Orient. Et donc, c'est comme s'ils ont mis... c'est la main de l'Occident dans le pays de Levant. Et puis, c'est l'idée de la colonisation, de toute façon. Ah oui. Et c'est le pont, grâce aux forces militaires, c'est le pont entre l'Orient et l'Occident maintenant. Et Gaza, c'est ça le projet de Gaza, c'est d'ouvrir un pont pétrolier entre le Moyen-Orient et l'Europe. Voilà. Si on regarde, en fait, si on décide de qualifier le projet sioniste d'un projet de colonisation, et on le compare à tout processus de colonisation, en fait, ça utilise exactement les mêmes mécanismes. La colonisation, qu'elle soit française, qu'elle soit britannique, ou qu'elle soit une colonisation sioniste, c'est une colonisation de peuplement et qui opère selon exactement les mêmes modes opératoires, en fait, et qui vient servir des intérêts et clairement passe les intérêts de ceux qui sont occupés. Donc, moi, je me dis, souvent, je me dis peut-être que je gagnerais à être un peu plus innocente ou à être un peu plus optimiste. Mais quand on voit les mécaniques coloniales depuis, je ne vais pas dire depuis la nuit des temps, mais depuis le XVe siècle, c'est des mécaniques coloniales qui sont là pour servir les intérêts de ceux qui colonisent au détriment des colonisés, et peu importe le prix. Et peu importe le prix que l'autochtone, je mets autochtone entre guillemets, doit payer, si c'est l'intérêt du colonisateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, on va employer des termes tels que guerre de religion pour faire oublier justement ce côté racial, ce côté vraiment de la lutte contre la colonisation ? Tout à fait. Et c'est une façon aussi de se protéger, un peu comme disait aussi Françoise Vergès, c'est que quand on positionne, et moi je repositionne tout le temps le conflit qui se passe dans cette zone-là comme un conflit colonial, parce que je refuse toute lecture religieuse de ce problème, parce que c'est une façon de délégitimer en fait les revendications légitimes du peuple palestinien à l'autodétermination, et de les positionner comme des problèmes de religion, tout comme, et souvent je fais ce parallèle, je passe à mes étudiants, avec le conflit en Irlande, qui souvent on le présente comme un conflit entre catholiques et protestants. Or, c'est un conflit colonial. C'est une légitimité par rapport à un territoire, une revendication
territoriale qui peut effectivement utiliser comme appui ou comme levier des arguments ou des leviers religieux. Par exemple, en Irlande, l'Église catholique a hébergé le mouvement nationaliste et a aidé à porter la voix des nationalistes irlandais, mais c'est pas au nom du catholicisme, c'est au nom du nationalisme. Et tout comme les revendications des Palestiniens, elles ne sont pas faites au nom de l'islam, elles sont faites au nom du nationalisme palestinien et de sa volonté à l'autodétermination. Je suis aussi, je dirais, radicale vis-à-vis d'un discours musulman qui revendique la Palestine pour l'islam. Je suis tout aussi critique, parce que c'est un piège tendu également. C'est rentrer dans cette guerre de religion qui n'en est pas une. Ce n'est pas une guerre de religion, parce que ces deux religions ont toujours cohabité et coexisté sur ce même territoire depuis des siècles. Et donc, ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit national. Et autant plus qu'il y a autant de chrétiens que de musulmans. Et Oui, bon, ils cassent et détruisent les églises autant que les mosquées. Donc tout ce qui n'est pas juif pour eux est un projet à exterminer. Et par rapport à la guerre de religion, la plupart des colons israéliens, quand ils sont interviewés, ils disent qu'ils sont athées. Et ils disent, mais pourquoi alors vous colonisez? Parce que Dieu nous l'a promis. Mais tu viens de dire que tu es athée. Donc pour eux, c'est des répétitions, en fait, c'est devenu culturel. C'est devenu rien à voir avec la religion, mais même la religion est devenue culturelle et non pas propagande, et non pas de la foi ou de la croyance. Et puis, je voulais ajouter un truc par rapport à la démographie, qu'ils ont échoué, mais aussi parce que les Palestiniens, il y a beaucoup de refus à l'immigration depuis des années. Et Yasser Arafat, avant de mourir, il a dit à chaque famille, faites-en 10, faites-en 20. Et les Palestiniens, chaque famille, ils ont au moins des enfants. Donc, c'est pas juste qu'ils ont refusé l'immigration, mais aussi la vie, elle lutte contre la mort. Par la vie, ils ont lutté, ils ont résisté. Même, j'ai vu un reportage il y a pas longtemps, ils emprisonnent exprès les jeunes hommes avant de commencer à faire des enfants. Et en fait, ils ont réussi à trouver des manières à faire passer leurs spermatozoïdes en secret dans des petits tuyaux, dans des enveloppes, tout ça pour que leurs femmes continuent à procréer. Et ça n'a jamais arrêté. Ils savent pas comment ils arrivent à faire des enfants autant que ça. Je vais te laisser passer le micro à Marie. Je voulais dire qu'il y avait aussi une résistance aussi en Israël, parmi les Israéliens. Et il y a des gens qui sont, j'allais dire presque pro-palestiniens, hein, et il y a en particulier dans ces histoires de banque de sperme et de choses, il y a vraiment, voilà, c'est des complicités, hein, il y a des complicités aussi entre les femmes israéliennes et les femmes palestiniennes qu'on commence à oublier actuellement parce qu'on a l'impression que tout est hyper culpabilisé et qu'on ne sait plus, où on habite avec les mots. Hein, tellement c'est et je pense qu'effectivement ton rappel de l'histoire nous rappelle qu'effectivement il y a de la culpabilité des Européens, des Occidentaux autour de cette région-là, et qui fait qu'effectivement on est incapable d'avoir un discours détaché ou je dirais correct, raisonnable. Et ça c'est effrayant parce que ça perd tout le monde, enfin des deux côtés. Tout à fait. Je crois qu'il y a Marine qui voulait dire quelque chose tout à l'heure. Oui, juste, je voulais rappeler aussi. Oh là Juste, je voulais rappeler que aussi, ça permettait en 1947 de lutter contre le communisme, puisque Israël c'était socialiste, enfin les premiers gouvernements étaient socialistes mais pas communistes, et qu'il y avait beaucoup de nationalistes arabes qui étaient du communisme. Pas forcément tous d'ailleurs, en Syrie c'était pas le cas, par exemple. Voilà.
Donc ça représentait aussi un phare de lutte contre le communisme. Exact. Voilà, c'était ce petit rappel aussi. Oui, tu as voilà. raison. Et aujourd'hui, oui, sur la question religieuse, je pense qu'il faut quand même pas l'omettre, notamment sur les soutiens que peuvent recevoir les sionistes israéliens via des sionistes américains qui sont antisémites d'ailleurs, pour la plupart. Les messianistes évangéliques, par exemple, qui soutiennent énormément les projets de colonisation dans les territoires occupés pour des raisons religieuses qui sont liées à l'Apocalypse. Et qui aussi en Israël, et on le voit en ce moment, et c'est un gros problème depuis des années, le messianisme juif qui est représenté aujourd'hui par ministre de Ben Gvir par exemple, qui aussi accélère la colonisation dans les territoires occupés et aujourd'hui à Gaza, soutiennent depuis le premier jour une réponse radicale sans prendre en question la question des otages. Ben Gvir l'a dit dès le début. Pour des raisons, elles aussi, religieuses. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une guerre religieuse, c'est pas ça que je veux dire, mais mettre de côté la question religieuse, ça permet pas de comprendre pourquoi, par exemple, des antisémites notoires aux États-Unis et antisémites violents soutiennent autant le gouvernement israélien aujourd'hui. Voilà. Merci. C'était une remarque, c'était pas une question. Oui, non, mais merci en fait. Mais par contre, quand je disais que c'est pas une guerre religieuse, ce n'est pas une guerre entre les musulmans et les juifs. Non, en fait. voilà, c'est en ce sens-là, voilà, que je disais que c'est pas une guerre religieuse. Oui, et de toute façon, elle est utilisée. La question religieuse, elle est utilisée. Clairement. Voilà. C'est un projet politique. Ouais. Je sais même pas quelle heure il est. Ah, il y a une question. Très bien. Après, je voulais juste dire qu'on peut pas nier quand même l'aspect religieux, notamment du côté israélien, puisque pour la plupart des Juifs, justement, l'État d'Israël a été fondé pour eux. Donc c'est vrai que via une incompréhension et une amalgame entre le côté politique et le côté religieux, l'aspect religieux peut parfois prendre le pas sur l'aspect politique. C'est un prétexte, mais pour certains, c'est la vérité religieuse qui prime sur le côté politique et territorial de ce conflit-là. Je ne sais pas si c'était très clair. Non, mais il est clair que cette colonisation se fait au nom de la religion. N'empêche que c'est de la colonisation. Ah, oui, c'est totalement un prétexte. Oui, voilà, c'est ça. Donc effectivement, une façon de légitimer en fait et d'asseoir ce projet colonial, c'est d'appeler la religion à la rescousse et de dire effectivement que c'est un territoire promis par les écrits, par Dieu, etc., etc. Mais il y a toujours eu un moyen de légitimer une colonisation. Ça peut être la mission civilisatrice à un moment, ça peut être la religion à un autre. On a colonisé la moitié de la terre pour répandre la parole de Dieu, en fait. Et donc, la religion s'est toujours très bien accommodée, en fait, de la colonisation et l'a même très bien accompagnée et servie. Donc, là aussi, effectivement, ça va ensemble. Oui, moi, ce que je trouve intéressant quand on retire le prisme de la religion sur toutes les guerres qu'il y a eu à travers le monde, c'est que généralement, on découvre derrière d'autres problématiques comme l'accès aux ressources. On parle de colonisation, mais c'est bien l'accès aux ressources, aller rechercher la ressource, aller chercher de l'énergie, faire passer un pipeline au milieu des... Et en fait, tant que on nous fait regarder la religion, vraiment, tant qu'on nous berne avec cette religion comme principal objectif, on se rend pas compte de tout ce qu'on passe tranquillement derrière, à aller chercher l'or, les minéraux, donc voilà, c'était ma remarque. Oui. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que la route des Indes, c'était l'obsession britannique de pouvoir sécuriser la route des Indes et l'accès des marchandises, parce que c'est des marchandises et donc c'est beaucoup d'argent. Et donc c'est sur la richesse qui est basée la force et la puissance des puissances coloniales. Donc il faut les préserver.
Et donc, ça devient le principe, le moteur numéro 1 de l'action de la puissance coloniale, quelle qu'elle soit. Moi, j'aimerais savoir si c'était possible de se pencher également sur comment donc l'Israël ont ancré leur existence et leur pouvoir à travers ces dernières décennies en se positionnant donc en Europe et surtout aux États-Unis dans les sphères du divertissement, de la politique, de l'économie. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur ça parce que c'est intéressant. Là, je suis désolée, je vais te décevoir. Je sors de mon domaine de compétences et donc vraiment, si je peux donner une réponse, ce sera une réponse comme ça de nada qui donne une idée comme ça basée sur rien. Donc mais c'est vrai il faudrait peut-être poser cette question à un spécialiste. Oui. Alors là, ça sort de mon domaine de compétences et voilà, je veux pas dire de bêtises. On dit souvent que par exemple. Hollywood is run by Jewish people, ou même quand on voit comment il y a eu un peu cette campagne de beaucoup d'Américains que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui vont donc en Israël pour littéralement voler des maisons en disant que eux, leurs ancêtres, il y a très très longtemps, mais ils étaient là et ça s'est vraiment répandu dans la masse et surtout évidemment par les républicains. Et je trouve ça très intéressant comment vraiment le gouvernement Israël a vraiment réussi à s'immiscer dans les mœurs, vraiment, carrément à l'autre bout du monde. Alors moi, je suis pas spécialiste du domaine. Par contre, sur la question, ça va peut-être rejoindre un petit peu le sujet dont tu parlais tout à l'heure, de comment, malgré tout, ça peut rentrer dans la religion, les problèmes. Désolé, je fais pour en avoir discuté avec des militants juifs décoloniaux sur la question. Évidemment qu'il y a un rapport dialectique de toute façon entre l'aspect colonial et la religion, ou quand ça rentre sur l'histoire où on t'implique dans une histoire coloniale, il faut que tu aies un rapport réflexif à ça, mais ça peut rentrer dans les familles et tout ça, donc à réfléchir. Par contre, tout mécanisme colonial et impérial rentre dans les aspects culturels. Il ne faut pas, par contre, faire l'erreur d'y mettre une religiosité derrière, une judéité ou quoi. Par exemple, l'aspect culturel de faire accepter le colonialisme en Israël est énormément porté, c'est ce que disait Marine tout à l'heure aux États-Unis, il est énormément porté par des non-juifs. En France aussi. Antisémite en plus. En France aussi, c'est là où il ne faut pas, il ne faut pas confondre la volonté coloniale et l'aspect religieux. D'ailleurs, j'ai lu un article là-dessus très intéressant il y a peu de temps, comment il n'y a jamais eu autant de personnes juives en Allemagne arrêtées ces dernières années qu'en ce moment, parce que c'est lors de manifestations contre la colonisation en Palestine qu'il y a eu énormément de personnes arrêtées de confession juive, ce qui est d'une ironie quand même. Donc, il ne faut pas qu'on confond la colonisation à travers l'outil culturel. De toute façon, la volonté colonialiste et impérialiste passe par tous les biais économiques, culturels, territoriaux, de torture, de meurtre, de viol. C'est pas nouveau. Mais moi, je dis toujours attention, parce qu'en plus, on a aussi un grand discours antisémite depuis longtemps en Europe, et on peut trouver des confusions. Et d'ailleurs, c'est une particularité, une singularité qui s'observe dans la militance en ce moment sur les luttes palestiniennes, c'est que comme il y a eu une forte formation sur ces domaines-là depuis des décennies, il y a de moins en moins d'antisémitisme dans les luttes pour la Palestine, parce que les gens sont formés et donc font moins de confusion, et il y a moins d'essentialisation des gens de toute façon. Je vais répondre peut-être à côté, et pour revenir à l'Empire britannique, et je donne toujours l'exemple de comment cette idée de légitimation
de la colonisation britannique, en fait, est rentrée dans la tête de toute une population. Par exemple, au Royaume-Uni, quelles sont les représentations positives? En fait, comment on peut se faire une représentation positive de la colonisation? Et c'est par les biais culturels, en fait, et aussi par les biais commerçants, le chocolat, le café, le thé. Et donc, comment on s'approprie et comment déjà on s'approprie ces éléments-là et comment ils deviennent après consubstantiels de notre identité. Et je donne toujours cet exemple. Le thé, quand je vous dis boire un thé, c'est très britannique. Ça rentre dans l'identité britannique. Or, le thé n'a jamais poussé en Angleterre. Le thé est un produit des colonies britanniques. Et donc, c'est cette espèce d'appropriation des biens d'autrui et qui c'est la force d'une puissance coloniale et d'en faire l'essence même de l'identité du colonisateur. Et donc, cette présence, peut-être que c'est une façon de répondre à votre question, mais en tant que puissance coloniale, avec un dessin colonial, il y a des outils qui sont toujours mis en œuvre afin dans le but d'une appropriation de cette identité. Et je fais aussi l'exemple, le houmous, le falafel, etc. Ça, c'est en train de devenir également des éléments de l'identité israélienne, alors que c'est quand même une identité culinaire palestinienne. Mais je reste dans l'exemple de l'alimentation, puisque j'ai donné l'exemple du thé britannique. Et donc, c'est quelque chose qui est aussi classique, je dirais, dans toute entreprise de colonisation. L'uranium, la France, oui. France pays nucléaire, ouais. On n'a pas d'uranium. Mais oui. Ouais. Oui, je disais, la France est connue au niveau international pour ses centrales nucléaires et parce qu'on est producteur d'énergie, etc., etc. On n'a pas de ressources, on n'est pas autonome. C'est le Niger. Et maintenant, on peut regarder ce qui se passe par là. Mais oui. Des conflits. Ouais. Ouais. Moi, je voulais juste aussi intervenir par rapport à ce que vous avez dit. Et en fait, effectivement, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut faire attention que c'est de l'expansion du sionisme dans le monde et non pas du judaïsme. Le judaïsme, c'est une très belle religion avec des très, très belles valeurs. Le sionisme, c'est un projet politique. Et le judaïsme, il défend les valeurs humaines, et ceux qui sont vraiment croyants en Palestine ou bien en Palestine occupée, ils défendent les Palestiniens, c'est des pro-palestiniens et ils militent pour eux. Donc il faut faire attention, et il n'y a rien qui s'appelle, pour moi, Hollywood, quoi, c'est quoi l'expression? Oui, mais c'est quoi l'expression? Non, c'est sioniste. Il ne faut pas mélanger les deux termes. Voilà, c'est tout. C'est très dangereux quand on le fait en société. Voilà. J'avais une question historique à te poser par rapport justement à la partition qui a été faite au moment du démantèlement de l'Empire ottoman. De quelle manière ça a aussi influencé la politique française vis-à-vis de l'État naissant en 1948, voilà, parce que eux, ils avaient les intérêts libanais. Encore aujourd'hui. Et on a un changement de politique depuis une quinzaine d'années en France sur la région. Là, on va pas faire de projection parce que voilà, mais le conflit, la guerre pourrait s'étendre plus au nord. Et voilà, revenir un peu sur cette position française aujourd'hui et comment ça a influencé justement cette partition. C'est clair ? Oui. Je sais pas. Alors effectivement, quand je parlais de la vision britannique de ce qu'ils appellent l'Arabie et le Levant, ils étaient prêts à laisser le Levant pour les Français.
Leur intérêt était essentiellement, d'abord, comme j'ai dit, pour des raisons romantiques ou de construction de l'altérité. C'était plus l'Arabie, et aussi pour des raisons très concrètes, donc la route vers l'Inde. Les Français, en fait, avaient comme intérêt de maintenir des relations privilégiées avec les chrétiens d'Orient. Et d'ailleurs, on voit ce discours par moments revenir sur le devant de la scène en France, les chrétiens d'Orient. Or, les chrétiens, il n'y en a pas qu'au Liban. Les chrétiens d'Orient, il y en a en Palestine, et il y en a en Syrie, il y en a en Irak, il y en a en Égypte, mais ils ne font pas partie des chrétiens d'Orient, ou en tout cas si, mais ça, voilà, c'est les Coptes, mais ils ne font pas partie donc de ces protégés. Ça reste le Levant. Et donc, la France va surinvestir, je dirais, sur les chrétiens du Liban, en perdant un peu la main sur la Palestine. Et le mandat français au Liban se termine en, honte sur moi, 1900, Lara, aide-moi, 43 ? Tu parles beaucoup plus. Ouais. Donc voilà, il me semblait bien que c'était en 43. Le mandat français va se terminer, le Liban va devenir indépendant, et on est en 43, on est avant 47. En pensant que, effectivement, on va essayer de maintenir des liens entre ces chrétiens, ces différents chrétiens dans ces différents domaines. Et la France va investir dans sa présence au niveau de l'éducation, au niveau culturel, au niveau diplomatique, et pour essayer d'asseoir une position et une voix différente de celle des Britanniques, en fait. Là, on sent que la France et c'est le gaullisme était représenter cette voix distincte de la voix britannique, et qui va devenir aussi, plus tard, avec Chirac, la voix distincte des États-Unis. Et c'est cette voix-là qui est absente complètement en ce moment, en fait. Là, on a l'impression que les Britanniques, les Américains et les Français ont la même ligne vis-à-vis de ce qui se passe dans cette région-là du monde. Avec de temps en temps, moi qui suis les déplacements des émissaires français et des ministres français au Liban, une accélération, une espèce de frénésie française à envoyer ministre sur ministre, représentant sur représentant au Liban, qui font des déclarations à destination de la population libanaise, en fait, mais pour asseoir encore, maintenir cette illusion de présence et de care français pour les Libanais, et particulièrement pour les chrétiens du Liban. Il y a une autre question, je vous laisse passer le micro. J'ai une question aussi. On a parlé de croire plus le discours israélien, notamment parce que c'est des personnes, on va dire, qui nous ressemblent, qui ont une culture similaire. Mais est-ce que c'est pas aussi par rapport à une vision politique similaire? Je pense notamment à la situation actuelle, une vision politique similaire de ce qui peut se passer aux États-Unis, en Europe. Je vois, comment je vois la politique de Netanyahou, on est sur une remontée un peu d'un modèle fasciste qui se fait un petit peu partout en Europe, aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est pas aussi porté par ça, de croire plus ce côté-là, on va dire, de porter plus ce côté-là que l'autre? Alors comme ça, de brûle pour point, je dirais non. Pas du tout, parce qu'en fait, heureusement, on n'a pas encore des gouvernements d'extrême droite en Europe, en fait. On sent une montée du fascisme, il est clair, mais nos gouvernements actuellement ne sont pas encore en Europe, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Espagne, que ce soit en France. On peut pas qualifier, scientifiquement parlant, même si on peut pas les qualifier de gouvernement fasciste. On a encore. L'Italie l'est quand même. Hein? L'Italie, il l'est. L'Italie, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas cité l'Italie. Oui. Dans les années 30, c'était encore une des premières qui l'était. Donc c'est. Je pense, en tout cas, il est difficile d'expliquer cette proximité avec les dirigeants israéliens
par ce biais-là, parce que cette proximité existait même quand Ehud Barak, le travailliste, était Premier ministre. Il y a peut-être 40 ans, je ne sais plus quand Ehud Barak, c'était dans les années 90, il était Premier ministre, c'était le parti travailliste israélien. Et pourtant, quand Ehud Barak s'exprimait, eh ben, on sentait cette espèce de proximité à l'époque que Arafat n'avait pas. Je sais pas, je ne suis. Alors, mais voilà, si vous pouvez développer. En tout cas, moi, je ne partage pas votre point de vue. Ah, c'est pas tant un point de vue, c'était vraiment purement une question de. Moi, je vais te donner mon point de vue plus militant. Moi, je suis pas prof, moi, je suis militant. Sur tous les domaines en plus. Hein. À la limite, je peux apprendre à faire un peu de cuisine, mais c'est tout. Un peu. Par contre, alors moi je suis pas tout à fait en accord parce que déjà moi je considère qu'on est dans une situation pré-fasciste forte. Oui. Non, on n'est pas fasciste. Par contre, il y a un grand outil de propagande qu'ils ont et qui marche à droite et au centre chez les électeurs et chez l'audimat. Enfin, quand on parle avec les gens, ça marche. C'est-à-dire, on peut voir, je crois que c'est Meir Habib en France qui l'a fait avec l'aide du gouvernement israélien lors de visites de médias français et tout ça. Comment ils font la comparaison des populations palestiniennes avec grosso modo nos Arabes de cité et que on lutte face aux mêmes problèmes. Et il y a donc une essentialisation du sauvage pour nous rallier à cette cause-là. Donc il y a déjà ces mouvements politiques fascistes qui soient au gouvernement ou proches qui nous amènent à faire un choix politique. Et voilà. Je nuance juste mon propos. Oui, je n'ai pas dit qu'on était quand même sur la fascistisation de l'Europe, mais j'ai un alignement sur votre propos de instrumentaliser. Oui, mais c'est les mêmes modèles, on va dire, qui ont été déjà utilisés, réutilisés, qui sont quand même utilisés par le gouvernement israélien, même au sein de sa population, les juifs érythréens ou les juifs éthiopiens qui sont persécutés. Voilà, c'est le même un petit peu réalisé modèle. Même. Oui, totalement. Donc oui, c'est quand même un modèle assez similaire, on va dire. Oui, non, mais là où je suis d'accord avec vous, c'est effectivement la définition du nous qui exclut le palestinien du nous collectif et qui exclut effectivement les immigrés, donc nos Arabes, et qui les désigne comme extérieurs au nous national et donc qui les désigne aussi comme ennemis potentiels. Et c'est là où je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que le discours, je ne sais pas si vous avez écouté le discours, je l'ai suivi et j'en ai fait des cauchemars la nuit, de Netanyahou qui s'exprime aux États-Unis, en fait, le 4 juillet, clairement en mettant des parallèles entre la situation des Israéliens en Israël et la situation des Américains face aux attentats terroristes du 11 septembre. Donc clairement en disant nous sommes menacés par la même terreur, par les mêmes sauvages, par les mêmes barbares, et il faut nous aider, nous, à tenir, parce qu'on est une première digue face à cette déferlante de barbarie. Je mets des guillemets partout. Mais en tout cas, c'était le discours de Netanyahou qui lui-même forçait le parallèle entre les dangers qui guettent les Israéliens et les dangers qui peuvent guetter aussi bien les États-Unis que l'Europe. Oui, Netanyahou a utilisé ces arguments spécialement pour rappeler les raisons de l'invasion des Américains de l'Irak. C'était après le 11 septembre et donc il voulait du soutien pour l'invasion de Gaza et la colonisation de la bande de Gaza en les rappelant leur propre sinistre. Sachant que ça fait un bout de temps qu'ils font ces parallèles-là, puisque après le 11 septembre, ils avaient dit que Yasser Arafat était leur Ben Laden, donc déjà à l'époque. C'était juste aussi par rapport aux visions. Je pense qu'il y a aussi un truc dont on a parlé déjà précédemment dans une conférence sur la question de l'armement et de la société de surveillance avec la guerre contre le terrorisme. Israël est le
premiers pays technologiques sur les questions de surveillance, parce que évidemment, quand c'est les premiers sur la guerre contre le terrorisme, on va dire, je mets les guillemets aussi très 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 fort, et que beaucoup de pays occidentaux sont dépendants des technologies qui existent. On l'a vu par exemple notamment sur les JO. Les JO, la reconnaissance faciale, par exemple, c'est une technologie de surveillance qui a été faite par des sociétés israéliennes. Donc, il y a à la fois un rapprochement, oui, certes idéologique, mais aussi avec des liens économiques et des dépendances qui existent. Voilà. Mais je vous renvoie vers la conférence qu'on avait faite sur l'armement. Voilà. Mais il y a tout ce pan-là. Voilà. Très belle conférence animée par Marine avec la présence de Sarah Grira, rédactrice en chef d'Orient 21. Voilà, qui est sur YouTube. Suivez-nous, abonnez-vous, mettez un petit pouce. Ça m'a toujours fait rire d'essayer de dire ça, voilà, je l'ai dit. Je propose que nous arrêtions là. De toute façon, nous, c'est un peu un cycle de... C'est un... Oui, c'est pour ça. Non, et de toute façon, c'est un cycle qu'on aborde, nous, sur le temps long au sein du Havre des Luttes. Donc, on aura plein d'autres occasions et de lieux pour discuter sur la question et du colonialisme et de la situation palestinienne en particulier. Merci beaucoup, Nada, d'être venue, de nous avoir fait l'honneur de venir. Nous, le mois prochain, normalement, nous réalisons un événement à la Mare-aux-Claires, alors j'ai plus le nom de la salle exacte, sur la réappropriation de nos luttes par l'extrême droite, où ça va parler de sujets joyeux comme l'homonationalisme, comme normalement on va aussi parler d'antiracisme et d'autres questions. Donc je vous invite à venir et on mettra tout sur Instagram, sur Facebook. Merci à tout le monde, merci beaucoup au lieu. Et voilà. Très bonne soirée à tout le monde.